Je m'appelle Ingrid, j'ai 33 ans, et la semaine dernière, j'ai tendu à mes parents une simple feuille de papier qui a fait s'effondrer ma mère à genoux. Il y a 15 ans, ma grand-mère mourante m'a légué toutes les économies de sa vie, soit $180 000, car elle était la seule à voir comment mes parents me traitaient, en comparaison de ma sœur, l'enfant chéri. Elle voulait me donner une chance de me battre. Mes parents ont intercepté cet héritage. Ils ont utilisé chaque centime pour acheter une maison à ma sœur, Monica. Quand je l'ai découvert et que je les ai confrontés, mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ne sois pas égoïste. C'est de l'argent gratuit, de toute façon. » J'avais 18 ans. Je n'avais rien. Et pendant des années, j'ai cru que je ne méritais rien. Mais 15 ans, ça change une personne, tout comme la vérité. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à leur fête pour leurs 40 ans de mariage, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît sincèrement. Indiquez également votre ville et leur local dans les commentaires. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où tout a commencé, le jour où ma grand-mère a été admise à l'hôpital. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et les fleurs fanées. J'avais 17 ans, assise au chevet de ma grand-mère Margaret, lui tenant la main comme je le faisais chaque dimanche depuis 3 ans. Elle serra faiblement mes doigts. Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es la seule à venir, ma chérie. Souviens-toi de ça, quand tous les autres oublieront. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. Ma mère n'était pas venue depuis 2 semaines. Trop occupée, disait-elle. Monica, ma sœur aînée, l'enfant chéri, n'était pas venue du tout. Elle organisait sa fête pour ses 21 ans, une grande fête, 50 invités, un DJ, une robe sur mesure venue de New York. Je me souviens de mon 16e anniversaire, la même année. Maman avait fait un gâteau. Nous étions 4 autour de la table de la cuisine, et à 20h, tout était fini. C'était ça, la différence entre Monica et moi. Elle avait droit au feu d'artifice. Moi, j'avais les restes. Grand-mère Margaret voyait tout ça. Elle l'avait toujours vu. « J'ai préparé quelque chose pour toi », murmura-t-elle, ses yeux soudainement vifs malgré la morphine. « Ne laisse personne te le prendre. » Surtout, elle s'arrêta, tout ça. « Surtout qui, grand-mère ?» Mais elle a simplement secoué la tête et fermé les yeux. Je pensais qu'elle était confuse. Le médecin disait que les médicaments lui faisaient parfois dire des choses étranges. Je lui ai embrassé le front et je lui ai dit que je reviendrais demain. Elle a serré ma main plus fort. « Promets-le-moi, dit-elle. Promets-moi que tu te souviendras de ce que tu vaux. » Je l'ai promis. Je ne savais pas ce que je promettais. J'avais 17 ans et je croyais encore que si je faisais assez d'efforts, si j'étais assez bien, mes parents finiraient par m'aimer de la même manière qu'ils aimaient Monica. J'avais tort. Mais je ne le découvrirais que 2 semaines plus tard. Grand-mère Margaret est morte un mardi. J'étais en cours de maths quand mon téléphone a vibré. Le SMS de maman contenait 3 mots, « Grand-mère est partie. » Rentre. Pas de « je suis désolé. » Pas de « est-ce que ça va. » Juste des instructions. J'ai pleuré pendant tout le trajet en bus. Quand je suis entré, Monica était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Maman était dans la cuisine, passant des appels pour l'organisation des funérailles. Papa n'était nulle part. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Monica est arrivée avec 30 minutes de retard à cause du trafic. Maman est immédiatement allée la réconforter. Pauvre Monica, si stressée par la route. Je suis resté seul près du cercueil, à dire adieu à la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu. Après la cérémonie, j'ai surpris une conversation de mes parents dans la cuisine. J'étais dans le couloir, invisible comme toujours. L'avocat a appelé, dit papa. Sa voix était basse. Il y a un problème avec le testament. Quel genre de problème? La voix de maman avait une dureté que je ne lui connaissais pas. Je vais m'en occuper. Ne dis rien aux filles. Je me suis collé contre le mur, le cœur battant. Quel problème? Que cachait-il? Mais je n'ai pas demandé. J'avais trop peur de causer plus de stress, trop peur d'aggraver les choses,
trop conditionnée à croire que les bonnes filles ne questionnent pas leurs parents. Alors, je suis restée silencieuse. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, me remémorant les mots de ma grand-mère. Ne laisse personne te le prendre. Prendre quoi? 2 semaines plus tard, j'allais découvrir exactement ce qu'elle voulait dire. Mais la réponse ne viendrait pas de mes parents. Elle viendrait d'un livre, d'une enveloppe cachée, et d'une vérité qui allait briser tout ce que je croyais savoir sur ma famille. 2 semaines après les funérailles, je me suis porté volontaire pour vider l'appartement de grand-mère Margaret. Personne d'autre ne voulait le faire. Monica disait que c'était trop déprimant. Maman prétendait être trop débordée. Papa a juste haussé les épaules, alors j'y suis allé seul. Son appartement sentait encore son savon à la lavande et les vieux livres. J'ai commencé par le salon, mettant ses affaires en carton, pleurant dans son cardigan préféré. Puis je l'ai trouvé. Glissé à l'intérieur de son exemplaire usé des 4 filles du docteur March, le livre qu'elle me lisait chaque été quand j'étais enfant, se trouvait une petite enveloppe. Mon nom y était écrit, de sa main familière. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une simple feuille de papier, une note. Ingrid, ma chère petite. Je t'ai laissé tout ce que j'ai. Maître Patterson a tous les documents. Ne fais confiance à personne d'autre, surtout pas à ta mère. Je t'aime plus que tu ne l'imagineras jamais. Grand-mère. Je l'ai lu 3 fois. Tout ce qu'elle avait. Grand-mère vivait simplement. Elle portait les 3 mêmes robes en rotation. Elle découpait des coupons de réduction. J'avais toujours supposé qu'elle n'avait rien, mais la note disait tout. Et elle m'avait prévenu de ne pas faire confiance à ma propre mère. J'ai plié le papier avec soin et l'ai glissé dans mon portefeuille. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que m'avait laissé ma grand-mère? Pourquoi me mettrait-elle en garde contre maman? De quoi mes parents chuchotaient-ils dans la cuisine ce soir-là? J'ai décidé de demander. J'ai trouvé maman dans le salon, en train de regarder la télévision. Ma voix tremblait quand j'ai parlé. Maman, est-ce que grand-mère m'a laissé quelque chose? Elle n'a même pas détourné les yeux de l'écran. Ta grand-mère n'avait presque rien, ma chérie. Le peu qu'elle avait a servi à payer les frais d'obsèques. Elle mentait. Je le savais au plus profond de moi. Mais je n'avais pas de preuves. Pas encore. J'ai insisté. Mais j'ai trouvé une note, ai-je dit en sortant le papier de ma poche. Grand-mère a écrit qu'elle m'avait tout laissé. Elle a mentionné un avocat nommé Patterson. Le visage de maman a changé, juste une seconde. Un éclair de froideur a traversé son regard. Puis elle a souri. Ce sourire patient et méprisant que je ne connaissais que trop bien. Ma chérie, ta grand-mère était très malade à la fin. Elle ne savait pas ce qu'elle écrivait. C'est son écriture. Elle était lucide quand. Es-tu en train de me traiter de menteuse? La voix de maman est devenue sèche. Ta grand-mère vient de mourir, et tu veux que ça tourne autour de l'argent? Mon estomac s'est noué. La culpabilité m'a submergé comme une vague. Je n'essaie pas de. Après tout ce que nous avons fait pour toi, elle a secoué la tête, je n'arrive pas à croire que ma propre fille puisse m'accuser d'une chose aussi horrible. Papa est entré à ce moment-là. Que se passe-t-il? Rien, a dit maman rapidement. Ingrid est juste fatiguée. N'est-ce pas, ma chérie? J'ai regardé papa, espérant quelque chose. Un allié. Une explication. Il m'a juste regardé avec cette expression vide qu'il arborait toujours quand maman gérait les choses. Va te coucher, Ingrid. Tu as eu une longue journée. J'y suis allé, mais je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le noir, tournant et retournant la note de ma grand-mère dans mes mains. Ne fais confiance à personne d'autre, surtout pas à ta mère. Elle avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su que cela arriverait. J'allais avoir 18 ans dans 3 mois. Je n'avais pas d'argent, pas de voiture, pas d'alliés. Si j'insistais, il montrait Monica contre moi. Il ferait de moi la méchante, la fille ingrate qui se souciait plus de l'héritage que de la famille. Alors, j'ai pris une décision. J'allais attendre. J'allais survivre. Et quand le moment serait venu, je découvrirais la vérité. Cela m'a pris 7 ans, mais je n'ai jamais oublié.
6 mois plus tard, tout est devenu clair. J'avais 18 ans, fraîchement diplômé du lycée. Les lettres d'acceptation des universités étaient sur mon bureau, de bonnes écoles, des écoles qui pourraient changer ma vie, mais elles demandaient toutes de l'argent que je n'avais pas. C'est là que Monica a fait son annonce. Nous étions au dîner du dimanche, une rare réunion de famille. Monica était radieuse, sautillant presque sur sa chaise. Alors, dit-elle, j'ai une nouvelle. Maman et papa m'ont acheté une maison. J'ai lâché ma fourchette. Une maison? Elle est adorable. 3 chambres, un grand jardin, parfaite pour quand Tyler et moi nous marierons. Elle a brandi son téléphone, montrant des photos. Regardez la cuisine. J'ai regardé mes parents. Vous lui avez acheté une maison. Papa a hoché la tête, le torse bombé de fierté. Ta sœur mérite de la stabilité. Combien, ai-je demandé. Maman a fait un geste de la main. Ce n'est pas important. Combien? Les yeux de papa se sont plissés. 180 000 $. Nous avons économisé toute notre vie pour ça. 180 000 $. Le montant exact qu'on pourrait appeler tout ce que j'ai. Ma voix est sortie étranglée. Et pour mes frais de scolarité? Maman a soupiré. Ingrid, tu sais que nous n'avons pas des ressources illimitées. Tu devras obtenir des bourses, travailler à temps partiel. Beaucoup d'enfants le font. Mais vous venez de dépenser. Monica a besoin d'une maison. Tu es jeune. Tu as le temps. J'ai regardé ma sœur. Elle admirait encore les photos, inconsciente de la bombe qui venait d'exploser dans ma poitrine. Félicitations, Monica, ai-je dit. Ma voix n'a même pas tremblé. J'avais appris à cacher ma douleur, à l'époque. Cette nuit-là, j'ai fait le calcul, la chronologie, les chiffres. Grand-mère est morte. 2 semaines plus tard, il y a eu un problème avec le testament. 2 mois après, mes parents avaient soudainement assez d'argent pour acheter une maison. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais raison. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La note de ma grand-mère me brûlait dans mon portefeuille. Son avertissement résonnait dans mon crâne. Les chiffres ne mentaient pas. 180 000 $ apparus de nulle part, juste après sa mort. Le lendemain matin, j'ai trouvé papa dans le garage, en train de bricoler sa voiture. Je suis resté sur le seuil jusqu'à ce qu'il me remarque. La maison, ai-je dit. D'où venait vraiment l'argent? Il n'a pas levé les yeux. Je te l'ai dit. Des économies. Vous n'avez jamais eu ce genre d'économie. Surveille tonton. Est-ce que ça venait de la succession de grand-mère? Il a arrêté de travailler, a posé sa clé. Quand il s'est tourné vers moi, son expression était de pierre. Il n'y avait pas de succession. Elle n'avait rien. J'ai trouvé une note. Elle disait qu'elle me laissait tout. Elle était confuse. Elle n'était pas confuse. Laisse tomber, Ingrid. Je ne peux pas. J'ai besoin de savoir. J'ai dit, laisse tomber, sa voix est devenue glaciale. Nous nous sommes regardés. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait peur. Pas de la colère, quelque chose de pire, de la peur. Il avait peur de ce que je pourrais découvrir. Très bien, ai-je dit. Je laisse tomber. Je me suis retourné et je suis parti. Mais je n'ai rien laissé tomber. Cet après-midi-là, j'ai parlé à Monica de la note de ma grand-mère. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle serait de mon côté. Elle a ri. Ingrid, sérieusement? Grand-mère était vieille. Elle ne savait pas ce qu'elle écrivait. Elle était parfaitement lucide. Tu es paranoïaque et, honnêtement, un peu cupide. J'ai regardé ma sœur l'enfant chérie, assise dans la maison de mes parents, planifiant sa vie avec l'argent de ma grand-mère. Tu as raison, ai-je dit. Je suis sûr que ce n'est rien. Mais c'était tout. Je ne pouvais simplement pas encore le prouver. J'ai essayé une dernière fois avec maman. S'il te plaît, ai-je dit, dis-moi juste la vérité. Est-ce que grand-mère m'a laissé quelque chose? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, sanglota-t-elle.
ta grand-mère vient de mourir. Notre famille est en deuil, et tout ce à quoi tu penses, c'est l'argent. Ce n'est pas. Sais-tu à quel point ton père travaille dur? À quel point il se sacrifie pour cette famille? Et tu l'accuses de vol. Je n'ai jamais dit vol. Tu déchires cette famille, ingrède. C'est ça que tu veux. Je me suis senti rapetissé. La culpabilité était suffocante. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que grand-mère était vraiment confuse. Peut-être que c'était moi, l'égoïste. Je suis désolé, ai-je murmuré. Maman a essuyé ses larmes, m'a tapoté la main. Je te pardonne, ma chérie. Ne reparlons plus jamais de ça. J'ai hoché la tête. J'avais 18 ans. Pas d'argent, pas de preuves, pas d'alliés. Juste la note d'une grand-mère décédée et une famille qui a fait bloc dès que j'ai posé des questions. Alors, j'ai fait un choix. J'ai arrêté de demander. J'ai pris 3 emplois à temps partiel. Je me suis inscrite dans une université locale. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'ai emménagé dans un minuscule appartement avec 2 colocataires et j'ai commencé à construire une vie qui ne dépendait de personne. Je n'avais pas de preuves. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais personne. Mais j'avais le temps. Et j'avais de la patience. Grand-mère Margaret m'avait dit de me souvenir de ce que je valais. J'ai décidé de le prouver, à moi-même si à personne d'autre. J'ai attendu 7 ans, et puis un mardi ordinaire, une lettre est arrivée qui a tout changé. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Gerald Patterson, avocat ». L'avocat de ma grand-mère m'avait enfin retrouvé. Laissez-moi avancer de 7 ans. J'avais 25 ans, je travaillais comme comptable junior dans une entreprise de taille moyenne. J'avais obtenu mon diplôme en suivant des cours du soir tout en travaillant à plein temps. J'avais un petit appartement, une voiture fiable, et 0 dette. Je n'avais aussi presque aucun contact avec ma famille depuis 3 ans. Ils avaient cessé d'appeler après que j'ai refusé d'assister au mariage de Monica. Je ne pouvais pas me payer le billet d'avion, et personne n'a proposé de m'aider. La lettre est arrivée un mardi. Je me souviens d'avoir fixé l'adresse de l'expéditeur pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Gerald Patterson, le nom de la note de grand-mère. Mes mains tremblaient en dépliant le papier. Chère mademoiselle d'ailleurs. J'étais l'avocat chargé de la succession de votre grand-mère, Margaret. J'essaie de vous localiser depuis plusieurs années. Il y a des questions concernant son testament que nous devons discuter de toute urgence. Veuillez me contacter dès que possible. Respectueusement, Gerald Patterson. Je l'ai lu 5 fois. Puis j'ai appelé le numéro. Une réceptionniste a répondu, professionnelle et précise. J'ai expliqué qui j'étais. Monsieur Patterson espérait que vous appelleriez, dit-elle. Pouvez-vous venir cette semaine? J'ai pris le premier rendez-vous disponible. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un fauteuil en cuir, face à un homme aux cheveux argentés d'une 60aine d'années. Son bureau sentait les vieux livres et le vernis à meubles. Des diplômes tapissaient les murs. Merci d'être venu, mademoiselle d'ailleurs, dit-il en joignant ses mains sur le bureau. Je m'excuse que cela ait pris si longtemps pour vous trouver. Vos parents ont rendu la communication difficile. Ma gorge s'est serrée. Que voulez-vous dire? Il a ouvert un dossier. À l'intérieur, des documents, d'aspect officiel, notariés. Votre grand-mère vous a laissé 180 000 $, dit-il. Vous étiez sa seule bénéficiaire. La pièce a vacillé. Ce n'est pas possible. Mes parents ont dit. Je sais ce que vos parents vous ont dit, et je sais ce qu'ils m'ont dit à moi. Monsieur Patterson a fait glisser le dossier sur le bureau. Vos parents m'ont dit que vous aviez accepté de renoncer à l'héritage. Ils ont dit que vous vouliez que l'argent aille à la famille. J'avais 17 ans. Personne ne m'a rien dit. Il a hoché la tête lentement. C'est ce qui m'inquiétait. J'ai essayé de vous contacter directement. Votre père a dit que vous n'alliez pas bien, que vous leur aviez demandé de tout gérer en votre nom. C'est un mensonge. C'est ce que je soupçonnais. Il a ouvert un tiroir. C'est pourquoi j'ai gardé ceci. Une autre enveloppe, plus grande, mon nom sur le devant, d'une écriture familière. Une lettre que votre grand-mère a écrite pour vous, dit-il.
Elle me l'a donnée avec des instructions précises. Je devais vous la remettre en main propre, à vous seul, mais vos parents ont intercepté chacune de mes tentatives. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il y a aussi une copie du testament original à l'intérieur, a-t-il poursuivi, notarié et certifié. Légalement, l'héritage était à vous dès son décès. Alors comment? Vos parents ont agi en tant que vos tuteurs. Vous aviez encore 17 ans lorsque la succession a été traitée. Au moment où vous avez eu 18 ans, l'argent avait déjà été transféré. Il a fait une pause. À eux. Je ne pouvais plus respirer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, légalement? Le délai de prescription pour contester le transfert est dépassé. Je suis désolé, mademoiselle d'ailleurs. Sa voix s'est adoucie. Mais vous méritez de connaître la vérité, et vous méritez de lire ce que votre grand-mère voulait que vous sachiez. Je l'ai remerciée, d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens pas des mots. J'ai conduit jusqu'à un parc à 3 rues de là, je me suis assise dans ma voiture, et j'ai ouvert la lettre de ma grand-mère. 20 minutes plus tard, je la lisais encore, les larmes coulant sur mon visage. Et puis j'ai crié. Pas de tristesse, de rage. Laissez-moi faire une pause ici une seconde. Je sais que certains d'entre vous se disent, pourquoi ne les as-tu pas confrontés immédiatement? Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais j'avais 25 ans, je reconstruisais encore ma vie. Je savais que mes parents nieraient tout. Alors, voici ma question, si vous étiez à ma place, les auriez-vous confrontés tout de suite, ou auriez-vous attendu d'avoir une preuve irréfutable? Commentez 1 pour confronter, 2 pour attendre. Et si vous aimez cette histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment. Maintenant, revenons à ce qu'il y avait dans cette lettre. L'écriture de grand-mère Margaret remplissait 3 pages. Je vais partager les parties les plus importantes. Ma très chère Ingrid. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je ne peux qu'espérer que cette lettre t'est parvenue malgré l'ingérence de ta mère. Je sais comment il te traite. Je l'observe depuis des années. La façon dont il donne tout à Monica et te laisse les miettes. La façon dont il méprise tes réussites et célèbre les siennes. La façon dont ils t'ont fait croire que tu méritais moins. Tu ne mérites pas moins. Tu mérites tout. Cet argent, ce sont les économies de ma vie. Je n'ai jamais été riche, mais j'ai été prudente. Pendant 40 ans, j'ai mis un peu de côté chaque mois. C'était censé être pour ta mère, mais j'ai vu comment elle te traite, et je ne peux pas récompenser cette cruauté. Tu es la seule à me rendre visite, la seule à m'écouter, la seule à me voir comme plus qu'une obligation. Cet argent, c'est ta porte de sortie, ton éducation, ton avenir. Ne laisse personne te le prendre, surtout pas ta mère. Elle essaiera. Elle a toujours été jalouse de l'amour que je te porte. Sois plus forte qu'elle ne s'y attend. Sois plus courageuse que tu ne le penses. Et souviens-toi, ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont ta famille te traite. Je t'aime, ma chère petite, plus que les mots ne peuvent le dire. Grand-mère. Je suis resté dans ma voiture jusqu'au coucher du soleil. Ma grand-mère avait tout vu. Elle avait essayé de me protéger d'outre-tombe, et mes parents avaient volé cette protection sans la moindre hésitation. Je pouvais les confronter maintenant. J'avais des preuves, mais les preuves seules ne suffiraient pas. Ils nieraient, me feraient douter, montraient la famille contre moi. Non. Si je devais le faire, je devais le faire correctement. Je devais les acculer, sans aucune issue possible. J'ai commencé à planifier. 8 autres années ont passé. Laissez-moi vous dire ce qui a changé. Je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière. De comptable junior, je suis passé à comptable senior, puis à analyste financière dans l'un des 4 grands cabinets. J'ai acheté une maison de ville avec mon propre argent. J'ai construit une vie qui n'avait rien à voir avec la famille qui m'avait abandonné. Et je me suis fait une amie qui allait devenir mon arme secrète, Chloé Brennan. Nous nous sommes rencontrés en master. Elle étudiait la jury-comptabilité, le genre de personne capable de suivre de l'argent à travers un labyrinthe de sociétés écrans et d'en ressortir avec les reçus. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle a eu ce regard, celui qui disait « défi accepté ». « Laisse-moi chercher », a-t-elle dit. « Je trouverai la trace écrite. » Elle l'a trouvée.
Les relevés bancaires montrant 180 000 $ déposés sur le compte joint de mes parents 2 semaines après la mort de ma grand-mère. Les registres de virement montrant le même montant exact utilisé pour un acompte sur la maison de Monica 3 semaines plus tard. Chaque dollar tracé et documenté. Pendant ce temps, le karma faisait son propre travail. Le mariage de Monica s'est effondré après 5 ans. Son mari l'a trompée. Elle a vendu la maison à perte parce que le marché s'était écroulé et a réemménagé chez nos parents. Papa a fait une série de mauvais investissements et a perdu la majeure partie de sa retraite. Maman a développé des problèmes de santé que l'assurance ne couvrait pas entièrement. Ils ont épuisé leurs économies. Puis ils ont épuisé leur crédit. L'année dernière, ils ont vendu leur maison pour payer leurs dettes et ont emménagé dans une petite location. J'ai observé de loin. Sans intervenir. Sans aider. Sans jubiler. J'ai juste attendu. Et puis, il y a 6 mois, mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Maman. Ingrid ? Ma chérie, il faut qu'on parle. Le piège était enfin tendu. Il suffisait qu'ils y tombent. La voix de maman était douce. Trop douce. La même voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ton père et moi célébrons notre 40e anniversaire de mariage le mois prochain, dit-elle. Nous voulons faire une petite fête. Rien d'extravagant, juste la famille et les amis proches. J'ai attendu. Le problème, c'est que notre appartement est si petit maintenant, et ta maison. J'ai vu des photos sur le Facebook de Monica. Elle est magnifique, Ingrid. Si spacieuse. Voilà. Tu veux organiser votre fête d'anniversaire chez moi? Eh bien, oui. Ça signifierait tellement pour nous. Que la famille se réunisse à nouveau. J'ai failli rire. La famille? Après 15 ans de silence, soudainement, nous étions de nouveau une famille. Combien de personnes? Oh, juste une trentaine. J'ai déjà envoyé les invitations. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Tu as déjà invité des gens sans me demander? Ma chérie, tu es notre fille. La famille n'a pas besoin de demander la permission. La famille n'a pas besoin de demander la permission. La même logique qu'ils avaient utilisée pour voler mon héritage. Le même sentiment de droit qui avait façonné toute mon enfance. J'ai pris une inspiration, j'ai stabilisé ma voix. Quand? Le samedi 15. 14 heures. J'ai laissé le silence s'installer. Je l'ai laissé se tortiller. D'accord, maman. Tu veux samedi? Tu auras samedi. Je pouvais entendre son soulagement à travers le téléphone. Oh, merveilleux. Je savais que tu comprendrais. Les liens du sang sont plus forts que tout, après tout. Certainement. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Chloé. Ça y est, ai-je dit. J'ai besoin que tout soit prêt. Le bilan financier, la copie du testament, et la demande d'ordonnance restrictive. Tu vas vraiment le faire? Ils ont invité 30 personnes pour les regarder me supplier de l'aide. Le moins que je puisse faire, c'est leur offrir un public pour la vérité. Bon sang, ma belle. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Sois juste prête pour samedi. Le compte à rebours a commencé. Samedi est arrivé. J'avais passé la semaine à me préparer, traiteur commandé, maison nettoyée, documents organisés dans une grande enveloppe Kraft, rangée dans le placard du couloir où je pourrais l'atteindre le moment venu. Mes parents sont arrivés en avance. Bien sûr. Ils voulaient marquer leur territoire avant l'arrivée des invités. Je les ai regardés par la fenêtre alors que leur voiture de location se garait dans mon allée. Papa est sorti le premier, son regard balayant ma maison, puis maman, puis Monica, traînant derrière comme une ombre. Ils sont restés là un instant, à regarder. J'ai ouvert la porte d'entrée. Bienvenue, ai-je dit. Entrez. Papa a traversé le hall, examinant tout, le parquet, la cuisine moderne, les œuvres d'art soigneusement choisies sur les murs. Combien a coûté cette maison, a-t-il demandé. Ce n'est pas important, papa. Monica a touché le comptoir en granit. C'est ton mari qui t'a acheté ça. Je ne suis pas marié. Ton petit ami, alors? Je l'ai acheté moi-même.
Avec mon propre argent. Silence. Maman s'est reprise la première. Eh bien, tu as certainement bien réussi. J'ai toujours su que tu y arriverais. J'ai failli m'étouffer d'ironie. Elle a toujours su. La même femme qui m'avait dit que je devrais me débrouiller seule pour l'université tout en offrant une maison à ma sœur. Où voulez-vous que j'installe la nourriture, ai-je demandé. L'heure suivante fut un tourbillon d'arrivées. Des tantes et oncles que je n'avais pas vus depuis des années, des cousins qui avaient oublié mon existence, des amis de la famille qui avaient assisté au mariage de Monica mais pas à ma remise de diplôme. 32 personnes au total. Toutes là pour célébrer les 40 ans de mariage de mes parents. Aucune d'entre elles ne savait pourquoi j'avais vraiment accepté d'être l'hôte. J'ai circulé, souri, joué l'hôtesse gracieuse, et j'ai attendu. L'enveloppe était dans le placard, aussi patiente que moi. Bientôt, la fête battait son plein quand papa a fait teinter son verre. La pièce s'est tue. Tout le monde s'est tourné vers lui, une flûte de champagne à la main. Merci à tous d'être venus, dit-il. 40 ans. Pouvez-vous le croire? Diane et moi avons traversé tant de choses ensemble, les bons moments et les moments difficiles. Il a fait une pause, s'est éclairci la gorge, et je l'ai vu, cette vulnérabilité calculée qu'il avait perfectionnée au fil de décennies de manipulation. Comme certains d'entre vous le savent, nous avons récemment fait face à des défis. Des revers financiers, des problèmes de santé. Nous avons dû réduire notre train de vie. Des murmures de sympathie ont parcouru la foule. Maman a pris sa main. Ses yeux brillaient déjà de larmes répétées. En fait, nous avons une petite annonce à faire, dit-elle. Nous avons perdu notre maison, et nous espérions. Elle s'est tournée pour me regarder. Tous les yeux de la pièce l'ont suivie. Nous espérions que notre fille Ingrid nous laisserait peut-être rester ici avec elle, parce que la famille, ça prend soin de la famille. Mon estomac s'est noué. Voilà. L'embuscade. Le chantage affectif public, conçu pour rendre tout refus impossible. Elle a cette belle et grande maison, a poursuivi maman, et nous sommes ses parents. Nous l'avons élevée. Tout ce qu'elle a, elle nous le doit. Monica a hoché la tête avec empressement. C'est vraiment le moins qu'elle puisse faire, après tout ce que maman et papa ont sacrifié. Les invités me regardaient maintenant, attendant que la belle-fille dise oui, qu'elle cède sous la pression, qu'elle soit la gentille fille que j'avais toujours été entraîné à être. J'ai posé ma coupe de champagne. Ah oui, ai-je dit doucement. Bien sûr, ma chérie. Le sourire de maman était triomphant. Les liens du sang sont plus forts que tout. Tu comprends. Je me suis levé. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Et puisque nous faisons des annonces devant la famille, j'en ai une à faire moi aussi. J'ai marché jusqu'au placard. L'enveloppe était exactement là où je l'avais laissée. Il était temps d'en finir. Je suis revenu dans le salon, l'enveloppe à la main. La foule regardait, dans un silence confus. Vous avez dit que la famille prend soin de la famille, ai-je dit, la voix stable. Je suis d'accord, c'est pourquoi je vous ai préparé un cadeau, maman et papa. J'ai tendu l'enveloppe à mon père. Il l'a prise lentement, le front plissé, a ouvert le rabat, et a sorti les papiers à l'intérieur. Son visage est devenu blême. Qu'est-ce que c'est, a-t-il murmuré. La première page, ai-je dit, est un relevé financier détaillé. 180 000 $, l'héritage que grand-mère Margaret m'a laissé spécifiquement, plus 15 ans d'intérêt composé. Des exclamations de stupeur ont parcouru la pièce. J'ai entendu quelqu'un murmurer, un héritage. La deuxième page est une copie du testament original de grand-mère. Notarié, certifié, me nommant clairement comme sa seule bénéficiaire. Maman a arraché les papiers des mains de papa, ses yeux parcourant le texte. C'est ridicule, balbutia-t-elle. Tu ne peux pas prouver. La troisième page, ai-je continué calmement, ce sont les relevés bancaires. Chaque dollar est tracé, votre compte, l'acompte de Monica, les dates, les montants, les numéros de routage. Monica s'est avancée. De quoi parle-t-elle? De ta maison, ai-je dit, me tournant vers ma sœur. Celle que maman et papa t'ont achetée il y a 15 ans. C'était mon argent. Mon héritage. Grand-mère me l'a laissé, et ils l'ont volé. La pièce a éclaté. Les chuchotements sont devenus des exclamations.
Les parents se regardaient, choqués. Ma grand-tante Hélène, la sœur de grand-mère Margaret, s'est levée de sa chaise. Sa voix a fendu le bruit comme une lame. Diane, est-ce que c'est vrai? La bouche de ma mère s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe. Et ceci, ai-je dit, est une ordonnance restrictive. Vous avez 30 jours pour cesser tout contact avec moi. Maman s'est effondrée à genoux. Je n'ai pas bronché. Le chaos a éclaté. Papa a retrouvé sa voix le premier. C'est ridicule. Tu ne peux rien prouver. Page 5, papa. Les relevés bancaires ne mentent pas. Tu as fabriqué ces documents. La banque les a fournis. Ainsi que le bureau du cadastre du comté. J'ai gardé une voix égale. Tout est vérifié. Horodaté. Légal. Maman sanglotait par terre maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes tes parents. Vous m'avez volé, ai-je dit simplement. J'avais 17 ans. Grand-mère a essayé de me donner un avenir. Vous l'avez pris. Monica s'est interposée, le visage tordu de colère. Tu n'as pas le droit de... De quoi? De dire la vérité? Je l'ai regardé fixement. Cette maison où tu as vécu pendant 10 ans a été achetée avec de l'argent destiné à mes études. Chaque mensualité d'hypothèque que tu n'as pas eu à payer, chaque confort dont tu as profité, c'était à moi. Je ne savais pas. Peut-être. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu ne voulais juste pas poser de questions. La grand-tante Hélène s'est frayé un chemin dans la foule. Sa voix tremblait d'une fureur à peine contenue. Diane, Richard, répondez-moi. Avez-vous volé l'héritage de cet enfant? La mâchoire de papa s'est contractée. Aucun son n'est sorti. Maman continuait juste de pleurer. Le silence était un aveu en soi. Hélène s'est tournée vers les autres invités. Depuis 40 ans, je connais cette famille. Depuis 40 ans, je les vois traiter un grade comme une quantité négligeable. Je me suis toujours demandé pourquoi Margaret avait tout laissé à sa petite fille plutôt qu'à sa propre fille. Elle a secoué la tête. Maintenant, je sais. Les invités ont commencé à murmurer. Certains regardaient mes parents avec dégoût. D'autres ne pouvaient croiser le regard de personne. J'ai ramassé l'ordonnance restrictive là où maman l'avait laissée tomber. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Après cela, tout contact sera signalé à la police. Puis je suis sorti de mon propre salon. J'avais besoin d'air. Je me tenais dans mon jardin, respirant l'air frais du soir. Derrière moi, je pouvais entendre la fête se dissoudre, des portières de voitures qui claquent, des voix basses, le chaos de ma révélation qui s'installait dans la réalité. Des pas sur la terrasse. Je me suis retourné. La grand-tante Hélène était là, son expression douce. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle. Vraiment? Ma voix s'est légèrement brisée. Je viens de détruire ma famille devant 30 personnes. Non, ma chérie. Ils ont détruit ta famille il y a 15 ans. Tu as juste enfin dit la vérité. Elle a ouvert ses bras. Je m'y suis réfugié et je me suis laissé pleurer pour la première fois de la journée. Ta grand-mère serait si fière de toi, a murmuré Hélène. Elle a toujours dit que tu étais la plus forte, celle qui survivrait. Nous sommes restés là jusqu'à ce que les larmes cessent. Quand je suis rentré, la plupart des invités étaient partis. Seuls mes parents et Monica restaient, blottis dans un coin comme s'ils attendaient un verdict. Je me suis arrêté devant eux. Je ne fais pas ça pour être cruel, ai-je dit. Je le fais parce que la vérité compte. Parce que les souhaits de grand-mère comptaient. Parce que moi, je comptais. Maman a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, Ingrid. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. J'ai reculé. Une famille ne se vole pas. Une famille ne manipule pas une jeune de 17 ans pour lui faire croire qu'elle ne vaut rien. J'ai pris une inspiration. J'ai passé 15 ans à construire une vie sans vous. Je passerai le reste de ma vie à la préserver ainsi. J'ai montré la porte. Partez. Maintenant. Papa a aidé maman à se relever. Monica a pris son sac.
Aucun d'eux n'a dit un mot. La porte s'est refermée derrière eux. Je me tenais dans mon salon vide, entouré de coupes de champagne abandonnées et de plateaux de traiteur. Et pour la première fois en 15 ans, je me suis senti libre. Les retombées sont arrivées par vagues. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de messages de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Certains offraient leur soutien, d'autres exigeaient des explications. Tante Hélène a appelé la première. « Je veux que tu saches, dit-elle, que je coupe tout contact avec tes parents. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Tu n'es pas obligé de faire ça. » Si, je le dois. Margaret était ma sœur. Elle leur a fait confiance pour bien agir envers toi. Ils ont trahi cette confiance. Sa voix s'est durcie. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. En une semaine, j'ai appris que 3 autres membres de la famille avaient fait de même. Pas parce que je l'avais demandé, je ne l'ai pas fait. Ils ne pouvaient tout simplement plus regarder mes parents de la même manière. Puis est venu l'appel que je n'attendais pas. Monica. Sa voix était faible, hésitante, rien à voir avec l'enfant chérie pleine d'assurance avec qui j'avais grandi. Je ne savais pas, dit-elle. Je jure que je ne savais pas d'où venait l'argent. Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Elle a fait une pause. Je suis désolé, Ingrid, pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour ne pas avoir demandé d'où venait cette maison. J'ai réfléchi un instant. Je n'ai pas besoin de tes excuses, Monica. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu prennes la responsabilité de ta propre vie. Arrête d'attendre que les autres financent ton existence. Elle s'est mise à pleurer. Je ne l'ai pas réconfortée. Ce n'était plus mon rôle. Nous n'aurons pas de relation, ai-je dit. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais si tu veux vraiment changer, arrête de chercher des excuses et commence à faire des choix. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Certains ont trouvé cela cruel. Mais j'avais passé 17 ans à être gentil avec des gens qui utilisaient ma gentillesse contre moi. J'en avais assez d'être un paillasson. Il était temps d'être autre chose, une survivante. 3 mois ont passé. Je recevais des nouvelles par l'intermédiaire de tante Hélène, qui entendait des choses par le bouche-à-oreille familial. Mes parents vivaient chez un ami de l'ancien travail de papa, un arrangement temporaire qui devenait rapidement précaire. Ils ne pouvaient pas se permettre leur propre logement. La sécurité sociale couvrait à peine leurs besoins de base. Le montant calculé que je leur avais montré aux $180 000 plus 15 ans d'intérêt s'élevait à environ $350 000. Ils n'en avaient pas une fraction. Ils avaient tout dilapidé avec de mauvais investissements, le mariage raté de Monica, et des années à vivre au-dessus de leurs moyens. Je n'ai jamais attendu qu'ils me remboursent. Ce n'était pas le but. Le but était qu'ils sachent. Que je sache. Que tout le monde sache. La vérité était enfin, irrévocablement, révélée au grand jour. L'ordonnance restrictive a tenu. Pas de contact, pas de lettres, pas de visite surprise. Pour la première fois de ma vie, j'avais une protection légale contre les personnes qui étaient censées me protéger. Certains pourraient trouver cela triste. Moi, j'appelle ça la liberté. J'ai fait don de $20 000 à un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération. Je l'ai nommé d'après ma grand-mère, la bourse commémorative Margaret. Chaque année, elle aide quelqu'un comme moi, quelqu'un qui doit construire son avenir à partir de rien parce que les personnes qui auraient dû l'aider ont choisi de ne pas le faire. Cela me semblait juste. Cela ressemblait à quelque chose que ma grand-mère aurait voulu. Je n'avais pas besoin de leur argent. J'avais bâti ma propre richesse, ma propre carrière, ma propre vie. Ce dont j'avais besoin, c'était que le mensonge cesse, que la manipulation cesse, que la vérité compte. Et maintenant, c'était le cas. Pas par vengeance, pas par cruauté, juste par des faits, des documents, et le courage de les dire à voix haute. Certaines familles vous brisent. La meilleure vengeance est de se reconstruire. Quoi qu'il en soit, je veux faire une pause ici un instant. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, ai-je ressenti de la culpabilité? Ai-je regretté de les avoir exposés devant tout le monde? La réponse est non. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils l'ont détruite il y a 15 ans, quand ils ont choisi de voler leur propre fille. Si vous avez déjà dû poser une limite ferme avec quelqu'un qui vous a blessé, commentez les limites.
J'adorerais lire vos histoires. Et si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire comment cette histoire se termine. Un an s'est écoulé depuis la fête d'anniversaire. Je suis dans mon salon maintenant, la même pièce où tout s'est effondré, mais elle ne me semble plus hantée. Elle me semble mienne. Sur l'étagère près de la fenêtre, il y a une photographie de grand-mère Margaret. C'est la seule chose que j'ai gardée de son appartement, une photo de nous à la plage quand j'avais 7 ans. Elle rit, ses bras autour de moi, et je souris si largement que mes yeux sont presque fermés. Je lui parle parfois. Est-ce étrange? Probablement. Mais je pense qu'elle comprendrait. J'ai tenu ma promesse, grand-mère, dis-je à la photo. Je ne les ai pas laissés prendre ce qui comptait le plus. Pas l'argent. L'argent était parti au moment où ils l'ont pris. Ce qui comptait, c'était la leçon qu'elle a essayé de m'apprendre, que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont ma famille me traitait. Il m'a fallu 15 ans pour l'apprendre. 15 ans à cumuler 3 emplois, à payer mes études, à construire une carrière à partir de rien. 15 ans de thérapie pour déballer la manipulation, la culpabilité, et la croyance que, d'une manière ou d'une autre, je méritais moins. Mais je l'ai appris. Et maintenant, debout dans ma propre maison, avec mon propre succès, entouré de gens qui tiennent vraiment à moi, j'y crois enfin. Je n'ai pas besoin que mes parents reconnaissent ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas besoin que les excuses de Monica soient sincères. Je n'ai besoin de la validation de personne pour savoir que je compte. Je le sais moi-même. C'est ce que ma grand-mère voulait pour moi. Pas l'argent, bien que cela aurait aidé. Elle voulait que je comprenne que j'étais digne d'amour, de respect, d'un avenir. Elle m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant, je me vois moi-même. Cela vaut plus que n'importe quel héritage. Ce Thanksgiving a été différent. J'ai organisé le dîner chez moi, dans la même maison où tout a changé il y a un an. Mais la liste des invités ne ressemblait en rien à celle de cette fête d'anniversaire. Chloé est venue, bien sûr. Elle a amené sa petite amie et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer à l'époque. 2 collègues du travail, des personnes devenues de véritables amies au fil des nuits tardives et des projets partagés. Et tante Hélène. Elle a conduit 3 heures pour être là. Nous nous sommes assis autour de ma table, passant les plats et racontant des histoires, et quelque chose m'a frappé. C'était la famille que j'avais construite, pas celle dans laquelle j'étais né ou celle que j'avais choisie. Tante Hélène a levé son verre. À Margaret, dit-elle, qui a toujours su qu'Ingrid était la plus forte. À grand-mère, ai-je fait l'écho. Après le dîner, tante Hélène et moi avons fait la vaisselle ensemble, côte à côte devant l'évier, comme grand-mère et moi le faisions autrefois. Est-ce qu'il te manque, a-t-elle demandé. Tes parents? J'y ai pensé. Les parents que j'aurais aimé qu'ils soient me manquent, ai-je finalement dit. Ceux qui m'auraient aimé autant que Monica. Ceux qui auraient honoré les dernières volontés de grand-mère. J'ai haussé les épaules. Mais ces parents n'ont jamais existé. Alors, je suppose qu'un fantasme me manque. Hélène a hoché la tête lentement. La famille, ce n'est pas le sang, ma chérie. La famille, ce sont les gens qui choisissent de t'aimer de la bonne manière. J'ai regardé autour de moi dans ma maison, Chloé qui riait sur le canapé, mes collègues qui jouaient aux cartes, Hélène qui essuyait la vaisselle avec le même torchon que grand-mère utilisait. Oui, ai-je dit. Je pense que je comprends enfin ça. C'est ma vie maintenant. Pas parfaite, pas sans douleur, mais la mienne. Construite à partir de rien, maintenue par le choix. Et cela la rend plus précieuse que tout ce qu'on aurait pu me donner. Avec le recul, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Pas pour leur pardonner ou je ne pense pas que je le ferai un jour mais pour y trouver un sens. Voici ce que j'ai fini par comprendre, après des années de thérapie et de réflexion, mes parents n'étaient pas des monstres. C'étaient des personnes profondément imparfaites qui ont fait un choix terrible et ont ensuite passé 15 ans à le rationaliser. Monica est née prématurée. Elle a passé ses 2 premières années à entrer et sortir des hôpitaux. Mes parents ont développé un instinct de protection envers elle, pour lui donner plus, pour compenser ses premiers jours effrayants. Au moment où je suis arrivé, en bonne santé et indépendante, ils avaient déjà décidé que Monica était celle qui avait besoin de plus. Et moi? J'étais la facile.
Celle qui ne pleurait pas, celle qui se débrouillait seule. Ils se sont dit que j'irais bien, que je n'avais pas besoin du même soutien. Ils avaient tort. Ma mère en voulait à sa propre mère de m'aimer davantage. Ce ressentiment s'est transformé en justification lorsque l'argent de grand-mère est arrivé. Dans son esprit, elle ne volait pas, elle corrigeait une injustice, redistribuant les ressources à la fille qui en avait le besoin. C'est une logique tordue, mais c'est une logique humaine. C'est la partie la plus effrayante. Et moi? Quelle était ma faiblesse? J'avais peur des conflits. Je croyais que si j'étais assez bien, assez silencieuse, assez accommodante, mes parents finiraient par me voir. J'ai passé 17 ans à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Cette croyance m'a maintenu dans le silence. Elle leur a permis de me manipuler. Elle a failli me briser. Mais voici la leçon que je veux vous laisser, votre silence peut sembler être une question de survie, mais parfois, c'est juste une lente suffocation. Vous ne devez aucune loyauté aux personnes qui vous trahissent. Et exiger la vérité n'est pas égoïste, c'est l'acte de respect de soi le plus profond que vous puissiez accomplir. Si vous attendez que quelqu'un voie votre valeur, arrêtez d'attendre. Voyez-la vous-même d'abord. Les bonnes personnes suivront. La famille n'est pas une excuse pour la cruauté. Le sang n'est pas un laissez-passer. Et vous avez le droit de construire des murs autour de votre cœur lorsque les personnes qui devraient le protéger ne cessent d'essayer de le démolir. Voilà mon histoire. 15 ans de silence et une simple feuille de papier qui a tout changé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Vraiment, votre soutien signifie plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Que auriez-vous fait différemment? Les auriez-vous confrontés plus tôt? Auriez-vous tout laissé tomber? Ou auriez-vous fait exactement comme moi, attendre que le moment soit venu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci sur la famille, la trahison, et la quête de sa propre justice, consultez la vidéo dans la description. Je pense que vous allez l'adorer. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous valez plus que la façon dont n'importe qui vous traite.